L'épouse l'attendait dans une maison de 2 pièces. Les témoins se regroupèrent dans l'une d'elles. Choukri entraîna Karima dans l'autre et la poussa sur la paillasse garnie d'un drap blanc qui faisait office de lit. L'épreuve qui commença pour ma mère fut brutale, humiliante. Elle me l'a raconté des années plus tard, comme si elle avait eu lieu la veille. Les témoins frappaient à la porte en demandant « Elle est déchirée ou pas ?» Puis l'époux sortit de la chambre en brandissant le drap ensanglanté. Les vivaces jaillirent aussitôt. Karima gisait sur la paillasse, prostrée. Sa famille entra dans la chambre et la félicita de ne pas l'avoir déshonorée. Le soir même, l'épouse alla vivre chez les El Atrassi. D'étudiante, elle devint domestique, vaquant aux soins du père, de la mère et du mari, bien sûr. Ce n'était là qu'un échantillon de la vie qui l'attendait. Il y a 2 ans, Amal El Atrassi publiait son premier livre, Louve musulmane. Née dans le Cher il y a 39 ans, petite fille alors, elle vit à Rosières, près de Bourges. Son enfance fut un quotidien de violence familiale. Adolescente, elle sera exilée 3 ans au Maroc avec ses 2 sœurs à la demande de son père. C'est alors la descente aux enfers. Violée en Réunion, blessée à une jambe, séquestrée, humiliée. Elle reviendra en France déguisée en garçon, puis ce sera la délinquance et la prison. De page en page, elle nous raconte son cauchemar. Les filles El Atrassi sont soumises à la loi de leur père alcoolique, Choukri, soumises à une religion qu'elles pratiquent, mais dont elles refusent les traditions archaïques qui se réclament de l'islam. Quand arriva le grand jour, bien en avance, mon père emmena ma mère à l'hôpital de Bourges. Il s'installa dans la salle d'attente pour fumer. Là-bas, au Maroc, la famille attendait aussi. Puis une infirmière vint lui annoncer « Bravo monsieur, c'est une belle petite fille ». Silence. Ma mère avait commis une erreur, une faute même. De surcroît, le bébé était prématuré. Elle m'a répété ce qu'il lui avait dit en arrivant au pied du lit. Je suis déçue. Franchement, tu aurais quand même pu me faire un garçon. Tu n'as pas tenu tes promesses. J'imagine sans peine que le ton fut en réalité plus grossier. Un homme croit-il vraiment que la mère décide du sexe de son enfant ? Quand mon premier frère est né, 1 an après moi, mon père a couru au bureau de poste pour annoncer la nouvelle au pays par télégramme. Farid fut le premier de ses enfants qui les prit dans ses bras. Il le couvrait de baisers, le faisait asseoir sur ses genoux pour regarder la télé avec lui chantait des chansons. Pendant nos vacances d'été au pays, Farid a été porté en triomphe dans la tribu, tandis que les youyous retentissaient. Mes sœurs et moi, Choukri nous l'aura assez répété, étions des inutilités. Entre 2 voyages, escale à Tours où elle vit désormais. Passage par son incontournable café au cœur de son ancien quartier du Sanitas. À l'intérieur que des hommes, ou presque, comme un défi. Son quotidien défend la cause des femmes musulmanes, insoumises aux relations et au pouvoir de son frère aussi, le très médiatique humoriste Mustapha El Atrassi. J'ai la malchance d'être la sœur de El Atrassi, donc je pense qu'on va faire le rapprochement et que cette personne n'a pas apprécié le fait que je m'étanche autant et que je parle de ma vie passée. Je parle de mon incarcération, d'un viol en Réunion. C'est des choses qu'on n'aborde pas dans ma culture et il peut se sentir, et ça peut faire tâche. Il a mobilisé son réseau, tout simplement pour me faire bannir de tous les médias de télé où il connaît du monde. Et du monde, il en connaît beaucoup. J'ai perdu une partie de ma famille, j'ai plus de maman, j'ai plus de frères et sœurs, j'ai plus personne. Il y a eu un vide autour de moi. Mais malgré tout, je suis fière de mon livre. Et si je devais retourner dans le passé, j'aurais fait exactement la même chose. Cette voiture rouge. Tout à fait, c'est très bien. Et ça, est-ce que tu connais ça? Fin de journée, retour chez elle.
Aujourd'hui, Amal a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. À les regarder vivre, on est loin, bien loin de son passé, si loin du rejet de son père pour les enfants nés de sexe féminin. Bonheur familial retrouvé, c'est sa fierté sur laquelle elle reste tout en réserve. Vraiment, ce qui a vraiment fait basculer ma vie, c'est mes enfants, c'est mon moteur. Sans mes enfants, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je peux dire que c'est mes enfants qui m'ont réellement sauvé de ma descente aux enfers. Fierté partagée par sa fille aînée, qui a vu le livre de sa mère dans la bibliothèque de son école. On était en cours d'espagnol et la prof, elle nous a dit qu'il fallait faire un travail sur la discrimination. Du coup, on est tous allés au CDI et il y avait plein de livres posés sur une table sur la discrimination. Et il y avait le livre de ma mère qui était posé sur la table. T'as fait quoi? Bah moi j'ai réagi, j'ai crié direct, j'étais trop contente. J'ai dit à tout le monde que c'était le livre de ma mère. Au début, il y avait personne qui m'a entendu, personne ne me croyait. Après, je leur ai montré qu'il y avait mon nom dedans et tout. C'est une fierté pour toi, hein? Bah oui, mais heureusement. Pourquoi? Parce que c'est logique. Non? Pourquoi c'est logique? Bah si vous, votre mère, si elle sort un livre, vous allez être fière, non? Ouais. Bah, c'est logique. Ok, elle a pas fait sa phrase. Depuis 2 ans donc, Amal rencontre des médias d'Europe, du Canada et du Maghreb, et la presse française qui veut bien l'entendre. Avec son passé comme seul bagage, avec ses blessures morales et physiques, preuve aussi que sa peur s'est transformée en combat, même si la colère des siens est parfois menaçante. Paris. Retrouvailles avec Clarisse Mérigot. Clarisse est aussi une femme rebelle, écrivain. Elle est le lien entre les souvenirs et l'écriture. Une écriture faite de mots simples mais crus. Pendant un long moment, elles se parlent. Amal et Clarisse sont liées l'une à l'autre par des parcours difficiles. Des mois d'entretien, des mois douloureux pour dire, pour confier, ce qui était parfois si intime. Choukri se lève de table et laisse tomber. Maman est partie vers Dieu. Un sourire indéchiffrable se dessine sur sa face mal rasée, puis il répète « Votre mère est partie vers Dieu ». Ensuite, il se dirige vers un placard, en tire 3 seaux blancs, de grosses éponges et du savon liquide. « Allez les filles », ordonne-t-il, « un seau pour chacune. Comme ça, pas de jalouse. » Et il nous fait signe de le suivre jusqu'à la voiture. Incapable d'émettre un son, nous le regardons ouvrir les portières de la R18. Le spectacle est effrayant. On dirait une scène de crime. D'énormes taches de sang se sont coagulées sur la banquette arrière et ont noirci. On peut deviner que maman s'est agitée, répandant son sang sous elle. Des empreintes de mains révèlent les endroits où elle s'est accrochée. Mais tant de sang, ce n'est pas possible, Choukri l'a tuée. Le 5e jour, après avoir entendu les pneus de la R18 dans l'allée, nous nous sommes figés. Nous avons aussi entendu la voix de maman. Nous nous sommes regardés, puis nous nous sommes élancés pour l'accueillir. Elle semblait reposée et portait dans ses bras un petit corps enveloppé dans une barboteuse jaune. Bienvenue à la maison. Merci pour ton accueil. Ça faisait longtemps, hein? Ah oui, Ah, il fait bien froid là. il n'y avait pas ça avant, non? Fermé. En entrant dans l'appartement, Amal retrouve le canapé, dans lequel les rires se sont souvent mêlés aux larmes. Bon, ça te fait peur de retrouver ce canapé sur lequel tu t'es tant assis? J'ai passé des très bons moments ici, donc il n'y a pas de Et problème. des mauvais, quelques mauvais. Ouais. Mais de bons moments aussi. Beaucoup de pleurs, beaucoup De rire, beaucoup, ouais. Des engueulades aussi. Des engueulades, ouais. Normal quoi. Des pressions, du stress. Normal, alors vas-y, est-ce qu'il est toujours aussi... vas-y. Je me mettais là, puis quand j'en avais marre, je faisais... Ouais, c'est ça, avec, Tu te souviens avec toutes tes affaires. Ouais, Les sacs à main, les je machines. prenais mon téléphone, j'appelais ma femme, mes enfants, pour me rebooster un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. À nouveau réunies, les 2 jeunes femmes ont besoin de parler et de raconter comment ce livre est né, à son tour.
fais mal, ouais, mais après on s'habitue à la douleur. Le problème, c'est surtout que... Nous ne nous connaissions pas de prime abord. Nous n'étions pas, on va dire, du même monde. Et elle m'a parlé de sa vie privée. Et ça m'a permis, moi, de me donner confiance et de me mettre un peu plus à l'aise. Une fois que je l'ai eu en face de moi, je savais que ce serait difficile. Mais plus elle a parlé, si vous voulez, en fait, il y a eu des moments où je me disais vraiment, on a touché le fond, dans le caractère sordide, dans la tristesse absolue. Mais à chaque fois que je me disais, ça y est, là, on ne peut pas faire pire, je découvrais qu'il y avait un souterrain supplémentaire et qu'on pouvait descendre encore plusieurs étages plus bas. Le moment qui a été vraiment dur, c'est le viol. Voilà, le viol dont Amal a été victime. Et ça, on l'a volontairement gardé pour la fin. Pourquoi ? Parce que je savais que si elle en parlait tout de suite, etc., ce serait un moment extrêmement plombant et que peut-être ça la bloquerait par la suite. Et je préférais lui laisser le temps de s'ouvrir, peut-être pendant des mois, voilà. Qu'elle parle d'autre chose et qu'on garde le plus dur pour la fin. Subitement, les souvenirs l'envahissent. Le silence est pesant, mais elle revient vite à son passé. Dans la culture archaïque de mon père, il se devait d'avoir pour premier enfant un garçon. Après, les filles pouvaient suivre, ça ne posait pas de problème. Mais le chef de famille devait être un garçon. Mon père a eu je suis la troisième de la fratrie. Donc pour mon père, c'était trop. C'était une humiliation pour lui. On disait chez nous que c'était le mauvais œil, la haine. Il avait honte il avait honte de ça. Il disait à ma mère, tu n'es pas capable de me donner un fils, tu me chies que des filles. Donc nous avons grandi, moi en tout cas j'ai grandi avec l'idée d'avoir été chiée. Donc on peut pas progresser, on ne peut pas évoluer avec cette idée-là et cette pensée-là. Donc quand j'étais toute petite fille, je voulais devenir garçon et je suis devenue masculine, garçon manqué et je me battais comme un garçon. Je jouais comme un garçon, je grimpais aux arbres comme un garçon et j'avais le comportement d'un garçon. Paris la nuit. Ce Paris qui fait rêver les sœurs El Atraci. Ce Paris où le nom de leur frère s'écrit parfois en grand sur des affiches. Adolescente, sa sœur cadette l'entraîne dans une fugue pour quitter Bourges et la maison de Rosières. Mais le voyage en douce devient vite un cauchemar. Arrivées seulement porte de Vanves, elles sont arrêtées par la BAC et placées en garde à vue. C'est leur père Choukri qui viendra les récupérer. La punition sera violente et cette échappée précipitera leur exil au Maroc. Bande de putes, criait-il, vous m'avez foutu la honte dans tout le village, vous m'avez déshonoré. Hakima s'est mise à genoux pour l'implorer, elle qui avait tenu tête aux policiers. Cette audace lui valut une raclée supplémentaire. Après l'avoir tirée par les cheveux, Choukri l'a secouée, fouettée et criblée de coups de pied. Puis il nous a ordonné de nous cracher les uns sur les autres en nous insultant et en nous accusant mutuellement du déshonneur des El Atraci. Paris, parce que sa petite sœur voulait devenir une artiste, une danseuse, motivée par une chanson, celle de Madonna. Une chanson où l'on dit « Papa, Papa don't preach », qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui demande à son père de ne pas la juger. Encore un voyage pour aller témoigner. Amal est toujours surprise de trouver son livre en kiosque. Elle multiplie les interviews, les rencontres, les débats. Elle témoigne, elle raconte, elle dénonce encore et encore avec courage des voyages pour convaincre de l'urgence. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes le 9 janvier en début d'après-midi. 3 heures avant, c'était le massacre à Charlie Hebdo. Amal alors a besoin de parler, plus que jamais, de la nécessité de livrer sans crainte son passé, mais pas seulement. Elle dénonce toute cette culture archaïque, patriarcale, cet islam des illettrés, on en parlera toujours, ça fait partie de l'actualité, malheureusement. Et voilà, ça dénonce tout ça. Votre réaction par rapport à ça, vous vous sentez gêné en ce moment avec ce qui se passe en ce moment? Gênée, bien évidemment, je suis gênée en tant qu'être humain, je suis gênée. Je ne cautionne évidemment pas tout ce qui se passe, mais j'en ai ras-le-bol qu'on mette ça
On les appelle les fous d'Allah. Pour moi, c'est pas les fous d'Allah, c'est les fous de Dieu, c'est les fous du diable. Mais les fous d'Allah, non, loin de là. Allah nous... Moi, j'ai appris la tolérance avec le Coran, le respect, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, mais pas aller tuer des gens, des innocents qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Donc, bien évidemment que je ne cautionne pas tout ça. Et il faut bien l'indiquer qu'on est, nous, les premières victimes de ces connards. Parce que ça reste des connards, des barbares, des gens qu'il faut... Là, on parle de Charlie Hebdo, mais il y a la Syrie, il y a les victimes de Boko Haram, il y a tellement de choses qui se passent de par le monde qu'il faut vraiment les pointer du doigt, en parler, essayer de... Sans peur des menaces de sa communauté religieuse, elle est persuadée que les femmes musulmanes ont un rôle urgent à jouer et que l'éducation est l'une des solutions. Déjà que les mamans arrêtent de mettre les garçons sur un piédestal. Nous sommes au même niveau garçon-fille, et je le vois encore. Malheureusement que voilà, le garçon reste le roi. Et ça, c'est aux mamans aussi de faire évoluer les mentalités, déjà dans un premier temps. Essayer d'inculquer aux enfants à l'école, dès le départ, que voilà, leur faire découvrir toutes les religions, pas que la religion musulmane. La Bible, la Torah, toutes les religions, leur parler du bien, du mal, que malheureusement dans toutes les religions, il y a un petit peu... Voilà, dans toutes les religions, la femme n'est pas mise sur un piédestal, il ne faut pas croire. C'est pas que dans l'islam. Dans la Bible, la femme, elle doit être soumise à l'homme. Pour eux, les femmes font partie du décor, pareil aux fleurs qu'on arrache au passage, qu'on hume et puis qu'on jette. Pareil aux fruits que l'on mange à moitié et dont on se débarrasse en chemin. Une femme, hors de ses murs, à la nuit tombée, est un objet qu'on peut souiller en toute impunité parce que la tradition le permet et parce qu'en prime, on gagne ainsi le respect des autres hommes. Retour à Rosières dans le Cher pour revoir la maison de leur enfance. Amal est accompagnée de sa petite sœur. À l'époque, son père travaillait à la fabrique de gazinières. Il rentrait tard, souvent ivre. C'est des scènes atroces, une maman qui dégringole un escalier, qui se lève, le visage en sang, la bouche en sang, elle a perdu quelques dents. Le papa qui était à la lumière au niveau pour qu'on puisse pas aller la secourir. Nous, on avait une façon, on cachait de l'oignon partout, parce que l'oignon, c'était... Je pensais que ça réveillait même que ma mère était vraiment morte et que ça la ramenait à la vie. Donc on lui passait de l'oignon sous la narine et c'était un remède ancestral. De souvenirs de nous qui nous amusions aussi. J'ai pas que de mauvais souvenirs, ça reste une belle maison malgré tout. Hein. Ouais, c'est mignon. Ouais. Des souvenirs de nous, on train de s'amuser, maman qui nous prend, voilà, on la voit déprimée, on la voit en train de faire son ménage, on la voit fatiguée, épuisée, résignée. Papa qui rendait des heures pas possibles. Pas de Noël, bien évidemment. On fêtait pas Noël. Hein. Quelques anniversaires. Il y avait le CE qui offrait le CE de Rosières offrait des cadeaux tous les Noëls. Donc on avait des Noëls avec le CE. Mais personnellement, on ne fêtait pas Noël. On avait quelques anniversaires. Et il y avait mes frères qui étaient gâtés. Et nous, on récupérait, on va dire, le reste. On avait les restes. Malheureusement, les nouveaux locataires de la maison ne sont pas là. Je voulais rentrer à la maison, moi, je voulais voir. Tu voulais revoir? Ah, c'était important pour moi de rentrer. Vraiment important. Amal est déçue, alors elle se dirige chez un ancien voisin, Michel. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, mon titounet? Ben, tu nous connais quand même. Oui, Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. On te Tu dérange nous pas? Tu nous reconnais? Pas du tout, mais bien sûr. Amal, Swen. Bonjour. Ça Et va? voilà. La dernière fois qu'on t'a vu, c'est il y a 4 ans. Il y a 4 ans, oui. Eh bien, allez-y, entrez. Michel a bien connu la famille Alatrassi, D'accord. avec les bons et les mauvais épisodes. Michel et sa femme avaient abrité quelque temps la mère d'Amal, épuisée par la violence des coups de leur père. Dans vos têtes, vous avez pensé quoi? Vous vous êtes posé des questions ou pas? C'est leur vie. À l'occasion de ces retrouvailles, les deux sœurs reviennent sur la période de leur exil au Maroc, car elles n'arrivent toujours pas à comprendre comment et pourquoi les voisins ne se sont pas inquiétés de leur disparition durant 3 ans. Mais en aucun cas, on avait pensé que c'était, sans juger, je ne peux pas non plus trop juger, et que c'était quand même à ce point-là. Michel avait acheté le livre d'Amal. Avant de partir, elle lui dédicace.
Les filles El Atraci sont ainsi devenues des domestiques sans paye, des esclaves. Nous sommes séquestrés. Les garçons à l'extérieur n'ont pas le droit de nous regarder. Le courrier que nous recevons occasionnellement de France est décacheté avant de nous être remis. Les colis d'anniversaire de ma mère sont ouverts et fouillés. Et si des billets y ont été glissés, ils sont prélevés par Miloudia. Choukri envoie parfois un chèque, mais il est impossible à encaisser car il y a fait des trous. Il nous est interdit de nous servir du shampoing, réservé aux cousines. En guise de savon, nous n'avons que les paillettes de Tide, les mêmes qui servent à laver le sol. Les cousines sont scolarisées, mais nous n'y avons pas droit. Nous sommes également moins bien nourris, et gare à nous si nous nous avisons d'aller nous servir dans le réfrigérateur. L'exil au Maroc est la période la plus douloureuse de sa vie. Le viol en Réunion, la blessure à la jambe droite que personne ne soigne, les humiliations, les brimades. Exilés dans cette famille où leur père les cache, elle et ses sœurs, comme pour les effacer d'un livret de famille. Amal n'a jamais compris comment son père avait-il fait pour que personne ne les recherche. Dernier entretien au café de la gare. En premier, elle évoque un personnage qui sera le comble de l'horreur pour elle. Elle l'appelle le bouc. Cette fois-ci, elle en parle, sans peur. Quand on était en exil, c'était le seul homme. Il régnait en tant que maître. Il avait tous les droits, il s'octroyait tous les droits et on lui octroyait tous les droits. Au niveau, c'était le seul homme, il n'y avait que des femmes. Donc, ça aurait dû être une coutume matriarcale, il y avait que des femmes, mais il régnait en tant que maître. Et je revois une scène où on regardait la télé simplement un soir. Et une de mes sœurs nous dit, parce qu'on se parle un petit peu entre nous, parce qu'on est 3 sœurs, on est exilés, on a besoin de... On était encore imprégnés de cette race, on est française, donc on réagissait comme des Françaises. Donc Michael Jackson passe à la télé, et une de mes sœurs nous rétorque, elle se retourne vers nous pour nous dire Michael Jackson est beau. Il lui a asséné un coup de poing au niveau de la dent, sa dent est tombée, elle s'est cassée en deux. Donc ça pouvait être très violent et monter en... Ça pouvait aussi être une violence morale. Vous avez le sentiment que les hommes, dans votre culture, mais dans d'autres cultures aussi, mais que les hommes, dans le cas présent, dans cette culture, dans cette religion, c'est parce qu'ils ont peur des femmes? Je pense oui. Je pense oui. Pourquoi? Parce que peut-être se rendre-t-il compte qu'on est l'égal de l'homme, tout simplement, qu'on peut accomplir plein de choses et que derrière chaque homme, derrière chaque grand homme se cache une femme, tout simplement. Tout simplement. Amal, vous êtes une femme, mais pas une féministe. Non, une femme tout simplement, une femme tout court. Une femme qui est là, qui essaye de militer à mon petit niveau contre toutes les injustices qu'on fait aux femmes, dans tous les pays, tous les peuples, toutes les cultures, toutes les classes sociales, tout simplement. Et puis par mon témoignage, j'essaye de faire évoluer les choses. Il y aura un tome 2? J'y travaille, oui. J'y travaille. Il sera dur aussi, contre les hommes? Je n'ai rien contre les hommes. Oui. J'ai deux garçons, donc je n'ai rien du tout contre les hommes. Mais pour la parité? Tout à fait. Tout à fait. Bonne route. Merci. Merci à vous. Choukri, à près de 70 ans, partage son temps entre le Maroc et la France, où il a conservé sa petite maison de Bourges, près du commissariat. Il s'est remarié et a eu d'autres enfants, que je ne connais pas. J'ignore même leurs prénoms. Sa nouvelle femme vit au Maroc, dans la villa qu'il a fait construire avec le bénéfice de ses trafics. J'ai appris qu'il n'y a chez lui aucune photo, aucun souvenir de nous, même à Bourges. Le repentir qu'il m'a exprimé au téléphone ne fut peut-être qu'épisodique, puisqu'il ne m'appelle qu'une fois par an. Il ne veut sans doute pas trop se rappeler le vaste ratage que fut sa vie de famille. De mon côté, je ne fais pas d'effort non plus pour me rappeler à son souvenir. Choukri n'a plus de rapport avec Mustapha, dont il ne peut ignorer qu'il a rendu illustre le nom familial. Je me demande parfois comment un père peut être si étranger à ses propres enfants. À la fin, une immense pitié submerge tous les autres sentiments qu'il m'a inspirés.